Bonsoir à tous, bienvenue sur Mon Quotidien TV. Il est 18h, nous sommes vendredi presque le soir. Je vous propose de partir en soirée avec notre invité Thierry Fonseca. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi je parle de soirée? Parce que vous êtes restaurateur, vous êtes directeur général associé on peut dire une boîte de nuit, le Manhattan. Je dirais pas une boîte de nuit parce qu'on est ouvert jusqu'à 3h du matin. Ce serait plutôt un resto-club. Un resto-club, donc c'est-à-dire qu'on vient dîner. On vient dîner. Ensuite on danse. Effectivement, on vient dîner, on danse. C'est un restaurant où chaque soirée, il y a un thème différent. Ça peut être un thème musical ou ça peut être un thème comme l'hypnose, la magie. Ça peut être aussi plein de thèmes différents. Alors vous êtes situé à Saint-Supplet en Seine-et-Marne. Saint-Souplet, pardon. Pourtant je me suis entraîné. Saint-Souplet, et vous me disiez, vous n'êtes pas ouvert tous les jours en temps normal, parce que depuis il y a une crise qui est passée par là. Pourquoi ne pas ouvrir plus que 2 ou 3 soirs par semaine? Le Manhattan a vu le jour en décembre 2018. Donc, au départ, on voulait faire juste pub-restaurant, pas pub, pardon. Et donc, on ouvrait le vendredi, le samedi. Ça a plutôt très bien fonctionné parce que j'ai quand même une expertise et une expérience dans le monde de la nuit. Donc, on a ouvert un pub qui n'y a pas dans le coin. Et pour faire, effectivement, c'est un restaurant où il y a... Enfin, restaurant. Je dis restaurant parce que depuis, on est passé restaurant. C'est un endroit où il y a une piste de danse qui est énorme. Donc les gens nous prenaient effectivement pour une discothèque. Et malheureusement, avec cette période Covid, donc on n'a pas eu le choix de se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste pub et on risquait de fermer tout simplement. Donc du coup on a décidé de se lancer dans la restauration. Donc au mois de juillet, l'année dernière, donc en plein Covid. Et effectivement, au début, c'était un petit peu compliqué, surtout au mois de juillet-août. Et puis, on s'est aperçu que septembre-octobre, on arrivait à faire, même avec le protocole qu'on nous demandait de faire, on faisait carton plein, on refusait même des gens. Il y avait encore des gens assis en salle à cette période-là. Bien sûr. Donc, la piste de danse, c'était plus une piste de danse. On mettait des tables à la place, avec la distanciation sociale, tout ce qu'il fallait. Hein. Et donc ça marchait très bien, ça marchait vraiment bien. Donc du coup, on a bien fait de faire ça avant, bien sûr, qu'on nous remette le... Donc vous faisiez dîner les gens, mais ils n'avaient plus le droit de danser après, qu'on comprenne bien. C'est ça, c'est ça. Même si je ne vous cache pas que c'est difficile à partir d'une certaine heure à faire respecter la distanciation, parce que forcément, il y a de l'alcool, il y a de la musique. Donc quand il y a de la musique, les gens, ils ont envie de danser. Ils s'affranchissent des règles. Ouais, alors nous on est là pour les encadrer et c'est pour ça que je pense et j'ai une pensée pour toutes les discothèques qui n'ont pas encore de date, même si j'ai appris qu'ils avaient demandé une réouverture le 30 juin de mémoire. Après, c'est des établissements comme le nôtre qui sont encadrés, il y a de la sécurité, donc on est là pour faire respecter tout ça. Maintenant, je reconnais que vis-à-vis du client, quand on lui dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça peut être pénible. Ça peut être pénible pour le client de se dire mettez votre masque pour aller aux toilettes, mettez votre masque pour aller au bar. C'est pas plaisant pour nous. Et un endroit qui doit être festif, ça devient, je ne dis pas qu'il est si, quand même moins festif. Quand même. C'était quel type de clientèle? On imagine peut-être une clientèle qui a une certaine aisance financière. Je ne connais pas vos prix, mais une boîte qui ferme à 3h du matin, c'est peut-être pas là où vont les plus jeunes, enfin en tout cas les jeunes majeurs. Non. Vous aviez tout type de public? Honnêtement, il y avait tout type de public. Déjà, il y avait une clientèle qui venait manger, donc qui arrivait plus tôt. Et qui restaient ou pas en fonction de ce qu'ils voulaient faire. Il y en a qui restaient après faire la fête, et puis il y en a d'autres avant le Covid, bien sûr. Et puis il y a d'autres plus jeunes, c'est vrai, qui arrivent vers 23h, minuit des fois, pour juste la boire un verre, s'éclater, déstresser de la semaine et bénéficier du thème. Parce qu'effectivement, des fois, il y a des thèmes qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Si c'est un thème des années 80, on aura peut-être moins de monde ou moins de jeunes. Encore que c'est faux, parce que maintenant, les jeunes aiment les années 80. Donc, ça reste une période qui était très, très agréable.
Pour en revenir au protocole sanitaire, ça a pu aller loin quand vous tentiez de le faire respecter à certains clients. Vous avez dû faire face à des difficultés. Non. Simplement, c'est dommage. On le fait dire une fois à la personne qui... Alors, le DJ, c'est un grand mot, mais c'est vrai qu'on a un DJ qui est là quand même pour l'ambiance. Donc, toutes les demi-heures, on fait un petit rappel au micro. Malgré ça, je me suis vu effectivement des fois faire plusieurs fois la réflexion à la même personne. Sachant que on se dit, cette personne-là, c'est un client quand même. Faut pas trop non plus l'embêter parce qu'elle risque de ne pas revenir. Mais bon, on est obligé de le faire. Si c'était que vous, les règles seraient plus souples? Parce que là, vous faites appliquer des lois. Si c'était que vous auriez plus de tolérance dans votre établissement? Oui, dans le sens où nous, on a des tables, on met des tables sur la piste de danse. Et j'aurais aimé, moi, que les gens puissent pouvoir danser autour de leur table, par exemple. Donc ils resteraient ensemble. Ça éviterait effectivement, encore une fois, les distanciations seraient respectées. Et le fait que les gens dansent à leur table, déjà, c'est mieux que ne pas danser du tout, quoi. Est-ce que vous avez pu faire ces propositions peut-être par l'intermédiaire de syndicats, avec d'autres confrères Non, on ne peut pas. On ne fait que subir, honnêtement. Il y a l'UMI qui s'occupe de nous très bien, qui parle de ça avec l'État. Mais non, nous, on ne fait que subir. On ne peut pas... D'ailleurs... On a une petite terrasse, on l'a agrandie, et je ne suis pas le seul. On a fait des travaux à l'intérieur, justement, par rapport au Covid, pour être refermé au mois d'octobre. Donc, on ne fait que gérer. On va recevoir un protocole à respecter, et c'est à nous de le respecter si on veut rouvrir. J'allais vous demander comment est votre morale en ce moment, depuis tout ce temps. Vous êtes complètement fermé depuis quand? Depuis octobre, depuis mi-octobre. D'ailleurs, c'est pareil, ça, on a fermé en octobre... J'allais même pas dire du jour au lendemain parce que les clients arrivent et c'est même les gendarmes qui sont arrivés à 22h pour nous dire qu'on devait fermer à minuit. Alors que ça a été prévu, ça, je crois, 2-3 heures avant, alors qu'on avait tout préparé. Donc c'est vrai qu'on vit des moments qu'on n'a jamais vécu. On espère plus jamais revivre ça. Parce qu'après, les stocks, tout ce qui est stock, tout ce qui est... Vous avez dû jeter beaucoup de choses. On a jeté beaucoup de choses, bien sûr. Et puis là, on va rouvrir. C'est comme si on crée une activité. Il va falloir tout racheter, donc ça aussi, c'est un coût. Et on espère tenir le plus longtemps possible après, parce qu'ils peuvent éventuellement nous dire, j'espère pas, de refermer. Alors on est à l'abri d'aucune éventualité. Vous attendez à 100% d'euphorie là, avec cette réouverture, ou vous êtes vraiment sur vos gardes? J'espère, honnêtement, j'espère. Nous concernant, on ne va pas ouvrir au mois de mai. Le 19 mai, je crois la date, parce que c'est que les terrasses et on n'a pas une grande terrasse. Donc s'il faut que je paye tous les salariés, c'est pas possible. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Donc après, au mois de juin, les établissements vont devoir fermer à 23h, si j'ai bien compris, parce que ça change tellement. Là encore une fois, au Manhattan, à Saint-Souplet, les gens viennent. Je vous dis, des fois, ils arrivent à 23h. Donc, je ne peux pas fermer l'établissement à 23h. Donc, autant ne pas ouvrir. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je compte rouvrir, j'espère, début juillet. Quant au personnel, y a du monde que vous avez été obligé de licencier? Ou comment ça s'est passé? Vous aviez beaucoup d'employés? Non, alors nous, on n'avait pas beaucoup d'employés parce que, on est deux associés et on travaille tous les deux à temps plein dedans. Enfin, à temps plein, quand on y est. Sinon, on a des entreprises pour la sécurité. Et effectivement, on a pris les cuisiniers aussi. Après, tout ce qui est DJ, tout ça, c'est plus au coup par coup. Donc, sinon, on a fait marcher le chômage partiel. Et ça a été compliqué à admettre, à vivre? Très compliqué, très compliqué. L'activité est jeune. Elle partait très bien. À partir de là, on vous sèche d'un seul coup, on vous dit vous ouvrez pas. Il a fallu trouver, et heureusement pour moi, j'avais d'autres flèches à mon arc
j'ai pu rebondir ailleurs, entre guillemets, parce que j'ai pas que cette activité-là. Mais le Manhattan, lui, effectivement... alors, on n'a pas trop à se plaindre, honnêtement, personnellement. Heureusement, il y a les aides de l'État. Et en France, de ce côté-là, pour ma part, on est quand même bien aidé. Alors, admettons que tout se passe bien. Quand ce sera ouvert, qu'est-ce qui fera qu'on aura plus envie de venir chez vous que chez la concurrence environnante ? J'ai envie de dire, on n'a pas de concurrence. Ce qu'on faisait déjà avant, les soirées à thème, à chaque ouverture, il y a un thème différent. Donc, on a un programme tout le mois où les gens ils pourront aller voir sur notre site ou sur les réseaux sociaux. On a des thèmes différents, que ce soit musicaux, que ce soit spectacle, que ce soit du stand-up. Ça bouge tout le temps. Vous venez pas au Manhattan, c'est pas un restaurant où vous venez en amoureux. Vous venez faire la fête, vraiment. Donc, j'espère vraiment que les gens, et je pense que les gens auront envie de faire la fête. La seule question que je me pose, c'est que nous, on va ouvrir au mois de juillet. Et les gens, est-ce qu'ils auront déjà été au restaurant à droite à gauche, mais ils n'auront pas été encore au Manhattan, quoi. Donc, c'est ce que j'espère vraiment. C'est que, oui, effectivement, non, mais je pense vraiment que les gens... On va croiser les doigts. Ouais. Quand vous aviez 17, 18, 19 ans, vous alliez vous-même en discothèque, en boîte, vous sortiez, vous étiez un fêtard. Vous imaginez cette vie que vous avez maintenant ? Non, non, du tout. Ah, comment imaginer ça ? C'est pas possible. Parce qu'on peut le dire, le Manhattan, la création date de 2018. Vous avez été, avant ça, 28 ans dans le domaine de la bourse. Quelque chose qui n'a rien à voir. Rien à voir, effectivement. Comment on bascule ? On bascule tout simplement. Je fais mon service militaire. J'ai un papa qui est dans le milieu boursier, mais pas du tout. Lui, il est dans le côté technique, donc il s'occupe de tout ce qui est réseau téléphonique, société extérieure. Et moi, je vois ce monde de la bourse à la criée, là où je trouve ça extraordinaire quand même. Mais à la finale, je suis rentré à cause du football. C'est vraiment bizarre, hein. C'est que mon père me dit un soir, il me dit « Tiens, tu veux jouer avec l'équipe de la bourse ?» J'y vais et j'ai eu la chance. Ils m'ont dit « Tu veux pas jouer avec nous ?» Sachant qu'ils avaient le droit à 2 personnes de l'extérieur, ils en avaient déjà 2. Donc je suis rentré un petit peu comme ça, un peu par hasard dans ce milieu-là. Et donc j'ai appris très vite, hein. J'étais sur le CAC 40. Et ça a duré jusqu'à la fermeture du marché en avril 1998. Et à partir de là, donc, je suis rentré dans les bureaux et là, catastrophique. Je me retrouvais en face des responsables de la photocopieuse, responsables de la machine à café, responsables de partout. Je n'avais pas l'habitude de ça. Et c'est là que j'ai commencé à dire « Oh là, il faut que je fasse autre chose ». Donc je suis resté dans ce milieu-là encore pendant, c'est vrai, une quinzaine d'années parce que je n'avais pas le choix. Comme tout le monde, hein, j'avais un crédit, on a besoin de vivre. Oui. Mais à côté, ça m'a ouvert des portes. J'ai fait un peu d'immobilier, j'ai découvert l'hypnose et mon fils qui était dans le milieu de la nuit aussi. Donc pendant que je travaillais, on a pris une discothèque du côté de Chartres. Et donc le week-end, effectivement, j'allais en plus faire ça parce que ça me faisait du bien, même si le lundi c'était très compliqué. Donc voilà, c'est mon côté un petit peu, entre guillemets, je pense que maintenant, les gens ont besoin de... Enfin, je ne pense pas qu'on puisse rester sur un seul métier. En tout cas, si on aime ou on veut faire ce qu'on aime, je ne pense pas qu'on puisse rester... besoin d'avoir un échappatoire. Je pense qu'effectivement, c'est une obligation. Alors, vous avez parlé, vous, de l'hypnose. Est-ce qu'actuellement, c'est votre échappatoire pour un petit peu survivre à toute cette crise ? Actuellement, vous allez me dire non parce que vous l'exerciez dans le Manhattan. Non, c'était un plus. J'ai créé ces sociétés, effectivement, en partant du monde de la finance. Mais je me suis formé derrière. Donc moi, je suis spécialisé dans l'hypnose de spectacle. Mais je fais aussi de la thérapie et des formations. Donc, effectivement, dans le Manhattan, je m'en servais quand on faisait des soirées à thème, hypnose. Et en plus de ça, j'avais les personnes qui j'avais formées, donc c'était facile, c'était un beau terrain de jeu pour... Et d'ailleurs, on a rencontré plein de personnes qui reviennent au Manhattan pour ça, se retrouver dans cet état où ils se trouvent... les gens n'ont jamais été dans des états comme ça, donc les gens viennent, mangent et me disent « Écoute Thierry, tu peux me remettre dans un état de transe parce que... » Alors je le fais,
Mais qu'est-ce que vous leur faites concrètement? Parce qu'on connaît l'hypnose dans des petits spectacles, des choses comme ça, mais là vous parlez carrément d'état de transe. Qu'est-ce que... Alors je vous demande pas de révéler forcément vos secrets, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais c'est pas un secret. Déjà, l'hypnose, ça s'apprend. Hein. Déjà, ça s'apprend. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'apprendre d'ailleurs? Bah, toujours pareil. Mon fils était producteur d'hypnotiseur. Et je rentrais chez moi, je voyais ma fille dans un état, entre guillemets, ivre, alors qu'elle ne boit pas d'alcool. Je dis, c'est pas possible. L'hypnotiseur me dit, bah si, regarde. Et du coup, vous avez douté de votre fille? Non, bien sûr que non. Mais par contre, ça m'a donné, je connais ma fille, je voyais bien que sur son visage, c'était pas la même chose. Et ça m'a donné envie d'apprendre. Donc, j'ai appris par l'intermédiaire de cette personne. Et je ne vous cache pas que quand ça vous arrive, la première fois que vous hypnotisez quelqu'un, j'avais l'impression d'être un Marvel. Parce qu'on a ce côté, je ne sais pas comment l'expliquer. Bon, ça dure un mois, mais effectivement, on a l'impression de dire c'est pas possible. J'ai vraiment. Les gens vous regardent autrement. Et ensuite, vous avez commencé à développer les spectacles? J'ai pas développé les spectacles. Effectivement, au Manhattan, on va faire des choses, effectivement des petits spectacles. Pour moi, c'est pas vraiment des spectacles, mais j'ai fait effectivement, mais comme ça, des mariages. J'ai fait dans des clubs de vacances aussi. Pour pas citer certains clubs, j'allais dans les clubs de vacances gratuitement. Et en contrepartie, je leur donnais 2 heures de mon temps en hypnose, par exemple. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous accepteriez, là, sur le plateau, de faire une démonstration? Oui, bien sûr. On a un cobaye qui est tout prêt, c'est José Pierre, qui va venir, qui va pouvoir même très exceptionnellement enlever son masque. Viens, José Pierre, notre camarade qui présente régulièrement à l'émission. Alors, je vais faire attention parce que tu n'as pas de micro. Qu'est-ce qu'on peut faire avec José Pierre? Déjà, comment vous choisissez vos cibles? Est-ce que vous voyez en regardant les gens, tiens, un tel est réceptif, l'autre ne l'est pas? On a des petits tests qui font que... Parce qu'on n'a pas... En spectacle, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on fait des petits tests et on voit tout de suite si la personne est réceptive ou pas. Il faut savoir qu'il y a 25% des personnes qui sont réceptives, très réceptives, 40% qui sont réceptives, mais jusqu'à un certain niveau, parce qu'il y a plusieurs niveaux. On va dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau où on appelle, c'est un terme technique, catalepsie, c'est tout ce qui va être collé, la langue collée, les pieds collés. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais à partir de maintenant, c'est impossible de décoller tes mains. C'est impossible, complètement impossible. Tes mains sont complètement lourdes et c'est complètement impossible. Et plus tu vas essayer de les décoller, et plus c'est impossible. Donc là, José Pierre, il peut essayer de décoller ses mains, et c'est complètement impossible pour lui de décoller ses mains. Et là, j'ai pas le droit de le toucher, moi. Si, vous pouvez le toucher. Qu'est-ce que ça fait si je... Il retient, il assure. Pour lui, c'est complètement impossible. Là, José, tu peux nous dire, c'est impossible pour toi de décoller. Je ne peux pas le décoller. Puis d'ailleurs, regarde, ta langue, elle se colle. Ta langue est complètement collée, c'est impossible de parler pour toi. Complètement impossible. Donc là, si je le touche, si je l'embête, il ne va rien se passer. Vous pouvez lui parler même. Je fais partie des gens perplexes. Moi, je préfère vous le dire. C'est pour ça que je regarde de près, je suis assez fasciné. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez lui faire d'autre? Là, regarde mes mains, tu vas rester bien dans l'équilibre. Bien dans l'équilibre. Et là, tu dors maintenant. Complètement détendu, complètement relâché. Là, on peut voir José Pierre, regardez ses yeux. Le vacillement de ses yeux. Là, il est en état de transe, là. Et là, à chaque fois, quand je vais te réveiller, que je te dirai le mot d'ordre, tu repartiras dans cet état où tu es complètement détendu et complètement relâché. Je vois un petit peu pour les caméras. Là, ce que je vais faire, à chaque fois que j'appuierai sur cette épaule-là, ton épaule gauche, tu seras complètement énervé, mais juste à l'intérieur de toi, comme si on t'avait volé ton téléphone portable. Et à l'inverse, ici, quand j'appuierai ici, mais tu seras complètement mort de rire, comme si quelqu'un est tombé devant toi, et qu'on ne peut pas rigoler, c'est pas marrant, mais tu seras complètement mort de rire, complètement mort de rire. Et là, il nous entend quand même? Il nous entend. Là, en hypnose, on ne dort jamais. Tu te réveilles maintenant. Donc, et il n'y avait pas de risque physiquement qu'il tombe, par exemple? Non, parce que je lui ai dit avant qu'il fallait qu'il reste en équilibre, c'est très important, ça fait partie du... Donc là, maintenant, vous pouvez effectivement... Alors moi, il y a un truc qui me fascine dans des exercices d'hypnose que j'ai déjà vus. Si je prononce, vous me donnez un mot-clé, peut-être vous l'écrivez sur la feuille, j'en sais rien, et chaque fois que je le prononcerai, ça provoquera une réaction. Ouais. Comme donc ça, là, on verra que... Là, la réaction, ce que j'ai donné, là, par exemple, si j'appuie ici... Et à l'inverse, si j'appuie là,
on voit tout de suite le changement de... Alors, est-ce qu'on peut faire le test? Continuez l'interview, vous m'écrivez On va le faire un rigoler quand même. mot-clé. C'est bien, comme ça on croira qu'on fait des bonnes blagues. Moi, je suis assez fasciné, hein, je suis très Tu sincère. redeviens normal maintenant. Reste avec nous, on va continuer. Alors, on va cacher. Écrivez-moi un mot que je puisse continuer à prononcer. On va continuer à papoter, qui provoque une réaction chez lui. Ferme les yeux, José. N'importe. Ouais, un mot facile que je puisse recaser dans la conversation. Tu regardes, tu vas bien rester en équilibre. Il adore maintenant. Complètement en équilibre, complètement détendu, complètement relâché. Là maintenant, à chaque fois pendant l'interview, qu'on te dira le mot banane, tu seras complètement... Quand on dira le mot banane, je ne sais pas ce qu'on peut lui faire faire par rapport à ça. À chaque fois qu'on dira le mot banane, tu feras une éola. Ça sera impossible pour toi de résister. Dès que tu entends ce mot, tu pourras faire tout ce que tu veux, mais tu n'auras pas le choix. Tu feras une hola. Tu te réveilles maintenant. Alors bien sûr, le mot réveil, on ne dort jamais. Hein. C'est juste pour le spectacle. Je pourrais dire, tu reviens à toi, ça n'a rien Donc à voir. Là, il nous entend tout à fait normalement. Je peux avoir une conversation normale avec lui. Sois en forme parce qu'après, tu vas présenter certainement une autre émission. Hein. Je voulais savoir, face à quelqu'un de perplexe comme moi, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de me convaincre? Est-ce que... Déjà, j'essaye d'avoir la banane. Voilà! Ça, c'est la première chose. Oui, au début, oui, j'essaie de convaincre les gens. Après, ça vient tout seul. J'essaie de vous le faire à vous, déjà, dans un premier temps. Et c'est même encore plus sympa de voir les gens qui n'y croient pas au départ, de voir leur réaction après. C'est quoi les meilleurs souvenirs que vous ayez dans vos expériences d'hypnose, des choses qui vous-même vous ont surpris? Moi, c'est de voir les gens, la réaction des gens qui n'y croient pas du tout au départ. JP, par exemple, quand il est venu au restaurant, il n'y croyait pas du tout. Il s'est retrouvé, il avait la banane ensuite. Voilà! On s'est retrouvé effectivement. On s'est retrouvé plusieurs fois. Il est revenu. Il faut que tu me remènes dans cet état. Il faut que il adorait ça, quoi. Et il n'y a pas vraiment. Pour moi, c'est un tout. C'est les gens. C'est communiquer avec les gens. C'est le bonheur, parce qu'en fin de compte, les gens ils vivent des émotions. Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas aller n'importe où non plus. Il ne faut pas aller dans les sentiments. Il ne faut pas aller parce qu'on ne connaît pas les gens. On ne sait pas du tout. Donc il faut rester, voilà, ce qu'on fait là, c'est très bien, il ne faut pas non plus aller dans les souvenirs, par exemple, il ne faut pas aller dans les sentiments. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on ne connaît pas les gens. Si je dis, je ne sais pas moi, je fais un retour en arrière, on fait du spectacle, reviens dans ton enfance, je dis une bêtise, alors qu'il s'est passé quelque chose de grave dans son enfance, par exemple. Non, c'est pas... Ça peut créer des malaises, on peut se bananer... bananer, ça marche pas. Bananer, ça marche pas, d'accord. C'est banane qui marche. Voilà! D'accord. Ah oui, c'est... Donc oui, voilà. D'accord. Est-ce que vous pourriez rêver de ne vivre que de ça, que de l'hypnose, d'aller en tournée sur les routes Alors, j'ai créé une société d'hypnose justement. Au départ, c'était parce que je devais partir de mon job que j'avais. Et c'était pas prévu de la créer. Et maintenant, je fais des formations parce que j'aime tellement ça que je fais des formations et je commence à en vivre parce qu'on va un petit peu partout dans la France. D'ailleurs, là, au mois de décembre, je vais à Saint-Barth faire une formation là-bas. Et on fait des formations un petit peu partout dans la France, quoi. Donc, j'en fais une par mois, ce qui est déjà bien pour l'instant. Je ne sais pas comment je vais m'organiser après avec le Manhattan quand ça va rouvrir. Mais oui. Vous emmènerez José Pierre comme J'emmènerai José Pierre, ouais. Manger des bananes. Voilà! C'est incroyable. C'est incroyable. On vous souhaite plein de bonnes choses. On vous souhaite bonne chance là, pour la suite, pour les jours, les semaines qui viennent, pour que ça reparte. Parce qu'on peut dire que vous n'avez pas ouvert au bon moment, vous n'avez pas eu de chance.
Non, on n'a pas eu de chance. C'est pas un échec, vous pouvez repartir. Bien sûr qu'on va repartir. Et on va, on va le faire. Vous reviendrez nous en parler ? Ah, tout à fait, avec plaisir. On vous souhaite plein de choses. Vous acceptez que l'émission soit diffusée ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup Thierry d'être venu. Je remercie toute l'équipe technique, Cyril Bartholomé aux manettes de cette émission, Christophe Messager à la technique, Jean-Sébastien Roucher et Patrice Batman qui produisent cette émission, qui nous ont offert au catering des bananes. Merci Sandy Barbeau pour la gestion des réseaux sociaux. Merci Océane au maquillage. Et puis on va aller manger une banane. Voilà. Salut, à la prochaine. Ciao.